extraordinaire au sens premier du terme. C'était déjà, j'ai fait la rencontre d'un peuple d'une hospitalité légendaire, mais que je croyais un peu surfaite, un peu usurpée. Bouvier a une très belle phrase dans l'usage du monde que j'ai placée en épigraphe de l'usure d'un monde. Il dit: ici où tout va de travers, donc il parle de l'Iran, hein, ici où tout va de travers, nous avons trouvé plus d'hospitalité, de bienveillance, de délicatesse et de concours que 2 persans en voyage n'en pourraient attendre de ma ville, Genève, où pourtant tout marche bien. Et bien, cette phrase, à 70 ans plus tard, je pouvais la prononcer mot pour mot. Je n'ai jamais rencontré un peuple aussi hospitalier, aussi curieux à l'égard de l'étranger et d'une curiosité totalement désintéressée. Simplement fier de vous montrer leur ville, leur pays, leur ville, et surtout de vous montrer qu'ils ne sont pas ce que l'imaginaire collectif occidental peut penser d'eux. C'est-à-dire des dévots bas de plafond, des terroristes, des islamistes radicaux. Non, c'est pas du tout le cas. C'est un peuple très éduqué, c'est un peuple de poètes, c'est un peuple... On retrouve la poésie, ça. Ah oui, on la retrouve, oui, parce que c'est un peuple... c'est un peuple qui va se recueillir sur la tombe de Hafez, qui est un poète mort il y a plus de 6 siècles, et qui ouvre le Divan, le seul recueil de poèmes connu de Hafez, et qui, dans les vers d'un poète mort il y a 6 siècles, cherche des réponses à ces questions existentielles. Voilà. Donc, et en même temps, c'est un peuple qui a l'un des pires régimes politiques au monde, et qui est persécuté depuis... 1960, enfin même avant 1979, parce que c'était pas non plus tout rose sous le chat. Vous en parlez, vous l'évoquez. Loin de là. Hein. Mais c'est voilà, c'est assez terrible ce qui leur arrive, et je tenais à apporter le témoignage de cette traversée. Ça continue actuellement. Il y a des femmes qui se font. Ah oui, parce que il y a eu ce grand mouvement où les femmes ont commencé dans les grandes villes, à sortir cheveux au vent. D'ailleurs, le livre est dédié à ces femmes, vent debout, cheveux au vent. Et c'est vrai que dans les rues de Téhéran, d'Ispahan, de Shiraz, de Tabriz, donc dans les grandes villes où il y avait des étudiants, beaucoup de femmes, plus d'une femme sur 2, ne portaient plus le voile. Donc c'est un mouvement qui est très suivi. Mais là, ça y est, ça commence. La police des mœurs s'était complètement dépassée. Mais là, elle est en train, en ce moment même, de refaire son retour en force dans les rues des grandes villes. Moi, j'ai une amie iranienne, je suis toujours en contact avec plusieurs Iraniens, qui m'a dit qu'elle avait écopé d'une amende, et une amende assez sérieuse. Ça représente... presque un quart du salaire mensuel, parce qu'elle ne portait pas son voile dans la rue, et elle a été arrêtée par la police des mœurs. Et puis les arrestations continuent, les exactions continuent. À l'époque, après la mort de Marsa Amini, il y a une chanson très connue qui a été composée par un chanteur qui s'appelle Shervin Hajipour. Il a écrit une très belle chanson, Baraye. Et Baraye, il dénonce tous les crimes du régime dans Baraye. C'est devenu l'hymne, en quelque sorte, de la contestation contre le régime. Eh bien, ce Shervin Hajipour, il y a quelques semaines, a été condamné à 4 ans de prison. 4 ans de prison et assorti d'une autre peine tout à fait ridicule, qui est celle de composer des chansons anti-américaines. Alors, on pourrait en rire si on n'avait pas envie d'en pleurer. Et hier ou la semaine dernière, il y a un autre chanteur, un rappeur très connu qui s'appelle Thomas, qui a été condamné à mort. Quel est le chef Alors, pourquoi a-t-il été condamné à mort? Pareil, parce que dans ses textes, il n'hésite pas à dire tout le mal que tout le monde pense de la République islamique. Et il a été condamné à mort pour un chef d'inculpation fourre-tout qui est corruption sur terre. Et corruption sur terre, eh bien, ouais, c'est un chef d'inculpation qui vous permet de condamner à mort des jeunes gens qui n'ont fait que exprimer leur mécontentement à l'égard de ce régime. Et lorsqu'ils sont exécutés, eh bien, ils le sont au bout d'une corde, pendus au bout d'une grue, avant la prière du matin,
dans la nuit, enterrés dans un terrain vague, sans la présence de la famille, pour qu'il n'y ait pas pour que leur enterrement ne donne pas lieu à de nouvelles manifestations. Donc c'est ça la réalité du régime aujourd'hui. Et puis évidemment il y a la torture qui est monnaie courante. La torture, pour les garçons, elle consiste. Alors il y a les moyens de torture classiques. Vous privez d'eau, vous privez de nourriture, vous privez de votre famille, etc. L'une des tortures les plus répandues, c'est de vous enfermer dans une cellule minuscule avec un néon à la lumière aveuglante qui vous prive de sommeil, qui finit par vous rendre fou. Et puis ensuite, on vous interroge et vous finissez par admettre que vous êtes coupable de l'assassinat de Kennedy et d'avoir cloué Jésus sur sa croix. Enfin, on peut vous faire dire n'importe quoi lorsqu'on vous prive de sommeil. Et en vertu ensuite des aveux qui vous ont été extorqués, eh bien, on vous condamne à mort. Et puis, pour les filles, pas seulement pour les filles d'ailleurs, mais surtout pour les filles, il y a le viol qui est pratiqué de manière assez importante dans les prisons. Et donc les Iraniens, les jeunes Iraniens, parce que les manifestants c'était essentiellement des jeunes, c'était des lycéens et des collégiens, des colleges, des étudiants à l'université, et les Iraniens ont très peur à l'idée de finir en prison. Et moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais moi, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur d'aller en prison. Et j'ai rencontré une jeune fille, notamment à Ispahan, dont le témoignage m'avait beaucoup touché. Elle apprenait des poèmes par cœur. Et elle me disait, eh bien, si on m'enferme, si on me prive de ma liberté, si on me prive de ma dignité, si on me torture, il y a une petite chose qu'on ne pourra pas me prendre. Et cette petite chose serait comme la part irréductible de son être. Et cette petite chose, eh bien, ce sont les poèmes qu'elle avait appris par cœur, qu'elle connaissait par cœur, et qu'elle pourrait se réciter en attendant soit la mort, soit la liberté. Donc forcément, lorsque vous entendez ça dans la bouche de filles qui ont 18, 19, 20 ans, que vous en avez 35 ou 36, et que vous prenez très vite conscience que vous n'avez pas le quart ou le dixième du courage qu'elles ont, la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de les écrire, c'est d'emporter le témoignage, c'est de vous faire le greffier de ce courage-là. Ce qui est l'objet de ce livre, qui à l'époque ne devait pas être un livre. Quand j'y suis parti, c'était dans l'idée d'en faire un simple reportage. C'est une revue suisse, ID News, qui m'avait demandé si je pouvais traverser l'Iran et en tirer une série de reportages. Et finalement, j'avais tellement de choses à dire que c'est devenu un livre qui voilà, c'était beaucoup, du coup, vous avez retenu vraiment que vous n'avez pas besoin de faire oui, ça. la difficulté d'un récit de voyage, c'est que qu'est-ce qu'on retient, parce qu'en fait, on me dit, vous avez fait des rencontres extraordinaires. Oui, celles dont je parle dans le livre. J'ai aussi rencontré des gens chiants, dont les conversations étaient tout à fait banales, triviales, sans grand intérêt, et simplement, je ne les relate pas dans le livre. Mais oui, j'ai rencontré cette jeune fille. Vous terminez du coup le livre avec cette jeune fille, c'est la poésie finalement, c'est l'important, c'est donc l'usure d'un monde, une traversée de l'Iran. Donc c'est François-Henri des Érables chez Gallimard, c'est un récit. Merci beaucoup François-Henri des Érables, merci à la